Pardon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, Sylvain Zarus, de nous accorder cette intervention dans ce cycle de séminaires que l'on anime au sein du projet de Radicalizing the City, et donc qu'on a intitulé Doing Research Otherwise, faire de la recherche autrement. Alors, c'est la seconde séance de ce séminaire. La première était donc dédiée à l'intervention de Marlon Mohamed, donc c'était le 9 février. La seconde, on est extrêmement heureux d'accueillir donc Sylvain Lazarus pour cette seconde séance. Donc, alors Sylvain Lazarus est anthropologue, il pratique l'anthropologie du non, donc une forme en fait, d'anthropologie dont il est le fondateur, notamment liée à un livre très important qui est paru donc en 96. Donc, que voilà. Merci. Peut-être que je peux le faire passer. Donc peut-être juste, je ne sais pas si vous savez, mais cette collection en particulier, juste ça, est une collection assez connue. Donc c'est vraiment des travaux théoriquement extrêmement importants. Et je pense qu'effectivement, l'anthropologie du non, pour un certain nombre d'entre nous, mais de manière générale, est vraiment un ouvrage majeur pour qui veut penser la politique, qui veut penser le rapport à la politique et le rapport aux gens. Voilà. Et alors, avant de laisser la parole à Moussa Sel, qui va peut-être introduire et plus directement poser des questions à Sylvain Lazarus sur ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'enquête, hein, comment conduire l'enquête, qu'est-ce qu'une enquête en soi, qu'est-ce qu'une enquête avec les gens, du point des gens, comme dit Sylvain Lazarus. On va essayer, donc juste, je vais peut-être dire en quelques mots comment s'est faite la rencontre avec l'heure de Sylvain Lazarus, pour mon sens élément, en tout cas pour moi, mais je pense que comme on l'a vécu à peu près au même moment et ensemble, je pense que mon sens partagera certains points. Alors, bon, je pense que pour mon sens et moi, pour Mathieu aussi, le rapport à l'université est venu après, en fait, le rapport à la politique, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu le moment 2011, qui a été un moment extrêmement important pour un certain nombre d'entre nous, donc le moment des révolutions arabes, ce qu'on appelait les révolutions arabes. Et alors, Sylvain Lazarus a l'élégance de dire en fait que de rappeler tout le courage en fait de ces mouvements, de rappeler en fait ce qu'il en a coûté en fait pour abattre ou essayer d'abattre des régimes violents, autocratiques, en Tunisie, en Égypte, en Syrie, hélas avec le massacre du régime à l'égard de gens qui essaient de s'y opposer. Mais disons, en fait, Sylvain Lazarus le rappelle souvent, et a tout à fait raison, que ces mouvements n'ont pas, et en fait c'est une situation globale, c'est pas simplement ces mouvements de 2011, mais n'ont pas proposé d'alternative quant au pouvoir. C'est ce que Sylvain Lazarus dit régulièrement, et il a tout à fait raison là-dessus. Et je crois qu'avant même en fait, de rencontrer Sylvain Lazarus, je crois que ce sentiment a été partagé par un certain nombre de personnes qui ont vécu 2011, qui ont vécu les moments des révolutions arabes, autour de cette absence d'alternative quant au pouvoir, en fait. Et il en est resté un certain sentiment d'échec, en fait, assez profond, je crois. En tout cas, Moussa Salema ont pu écrire un peu là-dessus, sur donc, notre expérience particulière de 2011 au Maroc, surtout Moussa Salema, autour de ce qu'on appelle le mouvement du 20 février. Mais l'idée était qu'effectivement, quelque part, c'est le terme que Moussa Salema a beaucoup utilisé, il y a eu une ruse de l'histoire, en fait. Que quelque part on s'était fait avoir en fait. Et donc en fait c'est peut-être de là le lien avec ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que il fallait faire l'enquête en fait, il fallait enquêter en fait à la fois la situation, ce que Sylvain Lazarus appelle le contemporain, la situation historique dans laquelle on était plongé collectivement, et aussi en fait les formes de politique du point des gens, en fait, de politique qui émergeait, qui continue d'émerger. En tout cas, être attentif en fait à ce qui pouvait émerger, ou ce qui émergeait déjà, ce que Sylvain Lazarus appelle l'ayant lieu, en fait. Parce que, juste en fait, pour introduire deux ou trois concepts, en fait, et après je laisse la parole à Moussa qui a posé des questions plus directement sur l'enquête, mais en fait, pour Sylvain Lazarus, et c'est là vraiment quelque chose qui nous a beaucoup marqué, je crois, c'est l'idée de la séquentialité de la politique. En fait, la politique a des séquences, en fait, qui commencent, qui s'arrêtent. Ces séquences, en fait, ont leur propre mode, en fait, pour la politique, de la politique, et en fait, elles sont par définition éphémères, en fait. Alors c'est l'image que donne en fait donc la préfacière de l'ouvrage, de cet ouvrage qui a été publié en janvier 2022, c'est celui que j'ai entre les mains, donc qui est une belle image qui dit qu'en fait elle brûle en fait
sais pas si je vais retrouver les mots tout de suite, mais en tout cas cette idée en fait que la politique est par définition et donc là, liée à une séquence qui est éphémère. Et effectivement, en fait, je crois que ça, c'est quelque chose qui, pour nous, en fait, toujours dans le rapport à ce moment 2011, a été assez central. Quelle était cette séquence qu'ouvrait 2011 quand c'était close? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette séquence? Comment la caractériser? Et donc, encore une fois, la nécessité de l'enquête. Hein, c'était quelque chose qui n'a eu de cesse de revenir. Peut-être en fait juste un autre mot, en fait, une autre façon de poser le problème. Pardon, je vais essayer de retrouver ma... En fait, aussi, le rapport en fait, à ce que Sylvain Lazarus appelle un indistinct certain, c'est-à-dire les gens, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire un indistinct certain? C'est qu'en fait, c'est l'idée de dire en fait qu'il y a des gens, qu'il peut y avoir des gens, qu'il y a des gens, mais de ne pas se prononcer sur la nature en fait de ce sujet politique. Enfin, si je peux, je sais pas si vous le direz comme ça, Sylvain, mais c'est par opposition en fait à des caractérisations de sujets politiques tels la classe, évidemment. Que Sylvain Lazarus rappelle en fait que la classe en tant que construction marxiste est éminemment politique, beaucoup plus que sociale en fait que le classisme. Alors je lis par exemple, appelons classisme marxiste ce que Marx théorise, le prolétariat, classe révolutionnaire moderne, est capable de défaire la bourgeoisie et de faire advenir la dictature du prolétariat. Et avec la disparition de la propriété privée, d'instaurer une société sans classe, une société communiste. C'est dans le livre qui vient de paraître. Alors, l'idée très forte chez Sylvain Lazarus, c'est que la classe, en fait, n'est pas du tout définie en fait, par sa pseudo-réalité sociologique, hein, les catégories socio-professionnelles, les salaires, le capital culturel chez Bourdieu, des choses comme ça, mais en tant que c'est un sujet politique. Et alors, le pas que fait Sylvain Lazarus, c'est de dire que, en fait, à partir de... Sylvain Lazarus place la date en fait, en mai 68, ou alors qu'au contraire, c'est mai 68 qui l'a montré, mais que la classe n'est plus un sujet politique, en fait, n'est plus le sujet politique par excellence, n'est plus en fait cette classe révolutionnaire qu'annonçait Marx. Donc cette hypothèse en fait révolutionnaire par le prolétariat avait largement été périmée, saturée. Bon. Alors, en fait, c'était peut-être juste pour ça, en fait, que, aussi sur le rapport à l'enquête, que c'est l'idée des gens, en fait, c'est-à-dire que partir du principe qu'il y a, du genre qu'il peut y avoir une pensée des gens qui est spécifique, qui est singulière, sans pour autant se prononcer à l'avance sur ce qu'elle est, sur qui sont ces gens, qu'est-ce qui les réunit, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent. Il me semble que ça, encore dans le rapport à l'enquête, c'est extrêmement important. Il me semble que ça permet en fait une sorte d'attention aux contemporains très très forte, d'une très haute éthique aussi, hein, d'une très haute éthique vis-à-vis du réel, qui je pense en fait nous réunit aujourd'hui, ou en tout cas peut intéresser ce que l'on essaie de faire ensemble. Voilà. Je laisse Moussa ensuite pour l'enquête. Oui, mais vraiment très rapidement, avant de donner la parole à Sylvain, parce que c'est ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de se confronter justement à cette question de l'enquête à partir des travaux de Sylvain, que je remercie en fait d'être présent, et merci Nadia, Hamza, d'avoir fait en sorte de continuer ce débat sur la question de l'enquête à partir des travaux qui sont assez singuliers dans le monde académique ou bien dans le monde scientifique, parce qu'effectivement il y a un geste de rupture, un geste politique qui fait que il y a une ouverture sur vraiment la sensibilité par rapport à ce que peuvent produire les gens en termes de connaissances qui n'est pas en fait la connaissance scientifique, qui n'est pas la connaissance étatisée, classée dans les mots de l'État ou bien dans les mots du gouvernement. Et je pense juste dire que cette idée en fait fondamentale qui a l'air philosophique mais qui est en réalité très politique, cette idée de dire que les gens pensent ou bien qu'il faudrait en fait s'intéresser à la pensée des gens, je pense que c'est chez Sylvain ouvre sur une invitation aux sciences sociales, une invitation de penser en fait la politique, donc vraiment comme au sens large. Donc la politique, c'est avant tout la question de l'ordre social. Donc, il y a cette idée de la politique comme gestion de la chose publique, mais en tout cas, ce qui est derrière la question, je pense, de la politique telle que Sylvain
l'analyse, c'est cette idée de l'ordre social, et que en fait l'ordre social peut exister sans qu'il y ait forcément cette idée totalisante, hyper présente de l'État. C'est-à-dire la pensée politique sans qu'elle soit indexée depuis la fin du classisme, depuis la fin de cette question de la confrontation de classe, ni à l'État, ni aux classes, ni à une autre extériorité qui serait celle d'une idée sur la révolution, par exemple. Et donc, faire confiance aux gens et aller chez les gens, saisir en fait réellement, concrètement leurs mots et leurs pensées par rapport à des questions problématiques qui se posent suivant des séquences, suivant des situations. Donc, penser une politique à distance de l'État, c'est aussi accepter que la pensée des gens n'est ni de l'ordre de l'inconscient, donc ce n'est pas une psychanalyse qui va aller chercher ce qui est inconscient chez les gens et donc présenter sous une nouvelle forme ce qui se joue dans la société ou bien ce qui se joue dans les rapports entre les gens. Donc il y a cette rupture et aussi une rupture avec une sociologie qui pense que les gens ne pensent pas. C'est-à-dire que ce que disent les gens, c'est du sens commun. C'est une illusion, c'est une superstructure qui n'est pas consciente, qui n'est pas consciente en fait des rapports réels qui se jouent dans une historicité, dans une histoire, donc c'est vraiment rompre avec une sociologie qui va chercher à saisir le sens dans les structures sociales, dans les politiques telles qu'elles sont imposées par un État ou bien par un gouvernement ou bien par des classements comme la famille, etc. Donc c'est vraiment inviter à fonder en fait, à créer, à penser la problématique avec les gens, donc c'est ce que un petit peu, donc loin des idéotypes, loin des classements sociologiques qui vont permettre à problématiser à partir d'un travail avec autre chose que les gens. Donc ce que j'aimerais aussi poser comme peut-être comme question de départ, c'est dans le travail de Sylvain, que j'ai souvent, en fait, moi, personnellement, compris de manière qui n'est pas forcément celle qui est posée par Sylvain par ses propres mots, mais c'est juste de dire, par exemple, cette idée de la politique en intériorité. C'est-à-dire, le sociologue ou bien l'anthropologue, c'est quelqu'un qui se saisit du contemporain avec l'idée de suivre, de penser, de travailler sur des politiques intérieures, c'est-à-dire des politiques produites par les gens, des gens dans des situations particulières qui s'opposent à des rapports de pouvoir ou bien à des questions de pouvoir. Est-ce que cette thèse, est-ce qu'elle n'est pas liée à l'idée d'une enquête en intériorité? Est-ce qu'il n'y a pas dans le travail que vous menez, Sylvain, quelque chose de l'ordre d'invitation à faire de l'enquête une façon de travailler en fait en intériorité aussi, c'est-à-dire un rapport aux gens dans une forme d'alliance, dans une forme de pacte, dans une forme de travail politique également. L'enquête, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une enquête finalement politique? Donc peut-être c'est la seule question que je me permets de poser au début avant votre intervention. Petite question. Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Montassi, Hamza. Tellement. Et ouvrir une interlocution, des échanges avec vous, je m'en félicite. Alors, sur l'enquête, quand on a parlé avec
Montassir. Je pense que c'est une question centrale dans le métier que vous entreprenez, dans le métier que nous avons. J'aime bien aussi la notion de métier, qui est sérieuse. Et je me souvenais que pendant très longtemps, j'ai fait un cours en première année en anthropologie à Paris 8 qui s'intitulait « L'enquête comme catégorie de connaissances ». Et la formule me revient, l'enquête comme catégorie, c'est notre catégorie de connaissances, au même titre que l'expérimentation et la mathématisation sont les catégories de connaissances, dit-on en physique, ou voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça ouvre? D'abord, la catégorie de connaissance, si vous voulez, qui n'est pas celle de science, qui est elle-même complexe, qui peut convoquer pour certains la méthodologie, les techniques de terrain, mais qui, à mon avis, convoque d'abord une question d'intellectualité. C'est un mot que intellectualité, pensée. Qu'est-ce qu'il y a à penser là? Quels sont les dispositifs d'intellectualité qui permettent de le pratiquer ou en penser? Vous voyez bien que c'est comment à la fois disposer la méthode de connaissance et la matière de ce qu'il y a à connaître. Alors il faut des choix, si vous voulez. Il faut des choix et je vais revenir sur quelques-uns de ces choix. Et il faut assumer qu'il faut se placer quelque part en intellectualité. Assumer que, voilà. Et qu'on peut se déplacer, on peut commencer d'une certaine façon et se déplacer. Bon, la première grande enquête que j'ai faite c'était s'intituler Les besoins en formation des jeunes Algériens en France, c'était dans les années 70. Oui. Et c'était une enquête très classique par questionnaire, traitement informatique, analyse de correspondance, etc., etc. Dans 3 lieux, à Grenoble, à Paris et dans une ville du centre de la France, auprès des jeunes Algériens à l'époque, des familles algériennes entre 12 et 16 ans, etc. Et quelques 10 ans après, sous le registre de la proposition, les ouvriers pensent, quelquefois, peut-être, on fait l'hypothèse qu'ils pensent. C'était une enquête toute différente à Renault-Billancourt, l'usine automobile à l'époque, près de Paris, sur une île qui s'appelait l'île Sequin, où je demandais aux ouvriers des chaînes ce qu'ils pensaient du mot ouvrier. Qu'est-ce qu'il ouvrait comme champ de pensée, comme champ de référence, etc. Donc moi-même, je m'étais complètement déplacé dans l'enquête comme catégorie de connaissance, et dans ma posture, et dans les dispositifs d'intellectualité. Voilà. Et dans notre métier, c'est comme ça. Je dis souvent, je crois que je l'ai même redit dans les jours qui précèdent, une des figures emblématiques de la sociologie et de l'anthropologie française, c'est Durkheim, Émile Durkheim. C'est le début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle.
qui soutient il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Et laisser la question de la psychologie et de la, on dirait aujourd'hui de la subjectivité des acteurs dehors. Il faut les observer. Il faut observer les faits sociaux de la même façon que le physicien ou observe ses expériences ou le naturaliste analyse les espèces. Et ça, il y a une filiation directe avec l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, puisque Claude Lévi-Strauss, je crois, c'est la préface, enfin, l'exergue à la pensée sauvage, dit, il fait référence à Durkheim, et on pardonnera ma lecture inconstante de Durkheim. Enfin, il se réfère à Durkheim. Donc, Durkheim, Marcel Mauss, Lévi-Strauss, il y a une filiation que j'appellerais objectiviste. Donc, et Bourdieu n'est pas, à mon avis, n'est pas du tout indifférent, tout en l'aménageant, en ayant lu la phénoménologie allemande, en aménageant cette tradition. De l'autre côté, vous avez l'école de Max Weber, qui dit tout autre chose. Dans son étude sur l'esprit du capitalisme et le protestantisme, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il dit l'adéquation, si vous voulez, ce point est très important, l'adéquation de la pensée et de la réalité n'est pas possible. Ça, c'est un point que j'aborde, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on va penser la réalité ou est-ce qu'on va s'approcher le plus possible de quelque chose qui est vraisemblablement la réalité? Or, dans la tradition philosophique allemande issue de Hegel dans la dialectique, reprise par la tradition marxiste du matérialisme historique et du matérialisme dialectique, il y a une adéquation possible de la pensée de la réalité. C'est-à-dire la pensée scientifique, c'est une pensée qui est adéquate à la réalité. Et Max Weber dit le contraire. Il dit, écoutez, on ne peut que s'approcher de la réalité par la méthode compréhensible, et pour ce faire, on construit une approximation qui s'appelle un idéal type. L'idéal type weberien, c'est ça. Donc, ils sont à l'opposé problématique. Ils sont à l'opposé et chacun a construit un dispositif très rationnel, parce qu'il est aussi rationnel de dire que la pensée ne peut pas se saisir du réel que de dire la pensée peut se saisir du réel. Ce ne sont pas les mêmes dispositifs, c'est pas le même dispositif, ce que j'appelle des prédicats, c'est-à-dire des énoncés constitutifs de la démarche. Et chacun construit son propre dispositif. Il y a un anthropologue anglais que vous connaissez sans doute qui est Leach, que j'aime beaucoup, qui a travaillé sur le système politique des hauts plateaux de Birmanie. Il a fait aussi un magnifique livre qui s'appelle Rethinking Anthropology, qui date de quelques décennies, et qui est présenté par un commentateur de Lévi-Strauss qui s'appelle Pouillon, qui dit Leach, c'est un structuralisme tempéré. Parce qu'il y a un débat, Leach, Lévi-Strauss, sur les structures de parenté et l'effet des structures de parenté sur les structures politiques, etc. Donc, que vous preniez Leach, que vous preniez Goody, que vous preniez Mauss, que vous preniez des gens que j'aime bien, mais vous ne connaissez peut-être pas, des anthropologues français, etc. Chacun assume son propre dispositif problématique, sa propre position, son propre choix. Ce qui est important, c'est de l'assumer. Parce que ça engage d'être là ou de ne pas être là. Ça engage problématiquement, si vous voulez, du point de vue de ce que j'appelle l'intellectualité, parce que les méthodes de la sociologie positiviste, c'est pas une enquête de sociologie positiviste, c'est pas une enquête de sociologie compréhensive. Une enquête de sociologie compréhensive, c'est pas une enquête sur la pensée des gens. Donc,
Et cet engagement, il est méthodologique, si vous voulez, ou il est en intellectualité. Il est aussi, pour reprendre un mot d'Hamza, de fait éthique, au bon sens du mot. Je vais vous donner un exemple. En France, vous savez que la question de la Révolution française est récurrente dans l'espace général, des références. Au moment des Gilets jaunes, ils ont ressorti les sans-culottes, les guillotines, la pique, etc. Et un grand historien de la Révolution française, de la fin du début du XXe siècle, contemporain de Durkheim, qui s'appelle Mathieu, a établi la figure centrale de Robespierre après une période où, pour des raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas, la figure un peu dominante proposée par l'historiographie bourgeoise, avec beaucoup de guillemets, était Danton. Voilà. Qui est une autre figure de la Révolution française, mais qui s'oppose à Robespierre, etc. Et Albert Mathiez va être le fondateur des études robespierristes. Et il va avoir cette formule que je racontais à Montassir, qui est dire on me reproche d'être robespierriste, mais dit-il, quel meilleur observatoire peut-on avoir de la Révolution française que d'être aux côtés de l'incorruptible, qui est le surnom donné à Robespierre? Que d'être du côté, ou avec, ou à côté. Et quand tu parlais d'engagement éthique, on est nécessairement à côté, du côté d'eux. Par exemple, Bourdieu, dont je vous parlais tout à l'heure, fait dans beaucoup de ses ouvrages, pas tous, mais beaucoup de ses ouvrages, une sociologie des élites. La différenciation sociale, le capital culturel, c'est du comparatisme entre, mais c'est une sociologie différentielle des élites et de ceux qui ne le sont pas, la bourgeoisie d'État, le capital culturel, etc. Parce que c'est ça, c'est vrai. Et donc, dans les choix d'intellectualité, si vous travaillez avec les pauvres ou si vous travaillez avec ce qui se passe dans les campagnes, et encore les campagnes c'est indistinct, mais avec les paysans pauvres ou c'est de ce côté-là. C'est-à-dire on est dans le réel, si vous voulez. Donc il y a un choix éthique à la fois de quoi on va s'occuper, de qui on va parler, de quoi on va parler en parlant de ces gens-là, ou d'autres gens, ou de situations, ou de conflits, ou de ceci ou de cela. Ça fait partie du dispositif général. Et c'est comme tout métier, si vous voulez, enfin comme beaucoup de métiers, peut-être pas tout métier, mais un certain nombre de métiers, ce sont des métiers engagés. Le tout, c'est de formuler la nature de l'engagement, de l'assumer. Bon. D'autant plus qu'on ne peut pas faire plusieurs métiers à la fois. Vous ne pouvez pas à la fois être spécialisé dans la sociologie des étudiants des grandes écoles, et puis du côté des quartiers ouvriers, populaires. Non. Parce que, alors là je reviens à l'enquête, il faut, pour faire une bonne enquête, me semble-t-il, se former à l'enquête, il faut être un bon interlocuteur des gens dans la situation où on est. Par exemple, j'ai acquis une certaine connaissance de ce qui se passe dans les usines, en particulier de la métallurgie, de la grosse métallurgie, de la scierie, de l'automobile, des forges, etc., etc.
je pouvais parler métier, je pouvais parler travail, je pouvais parler technique, dans les entretiens, etc. Ça, donc là, il faut être en mesure de donner une crédibilité, un sens au fait qu'on soit là en interlocution ou en enquête, et que dans ce qu'on dise ou ce qu'on présente, on porte malgré tout les enjeux de cette enquête, la patte. Je n'ai pas envie de le qualifier plus avant, mais qu'elle soit pas instrumentale, et qu'elle soit pas duplice. Moi, j'étais extrêmement attentif dans les enquêtes en usine pour que dans ce qui sortait, rien de négatif puisse être. S'il y avait des choses que je considérais comme pouvant nuire, je les mettais pas en circulation. Je pense qu'il y a quelques livres, des enquêtes ouvrières en France qui avaient quelques succès, qui ont eu du succès il y a une quinzaine d'années, qui portaient sur la vie privée des ouvriers que je trouvais indigne. D'ailleurs, une sociologie de la chambre à coucher, sous prétexte que c'était des ouvriers, c'est pas mon métier, ça. Il y a une espèce des questions d'éthique aussi sur surtout maintenant, il y a des dispositifs de répression, de surveillance, de soupçon, de signalement. On peut pas. Voilà. Alors, Montasir me posait la question de l'enquête en intériorité comme écho de la politique en intériorité. Est-ce que je peux poser une Je vous en prie. Parce que j'aimerais bien revenir sur ce que vous dites là. D'un côté, il y a la question éthique, d'un autre côté, il y a aussi une question méthodologique qui sont liées. Et que la question éthique est une question méthodologique, la question méthodologique est une question éthique. Et ce que j'aimerais aussi peut-être que vous développiez peut-être un peu plus, parce que, bon, peut-être pour situer un peu le contexte du département dans lequel on est, l'anthropologie, nos étudiants et nous, on a beaucoup été formés dans une sorte d'anthropologie, ethnographie malinowskienne, si je peux utiliser ce terme, qui est très positiviste, objectivante, où tout ce que l'on observe est matière à observer et justement un rapport très instrumentalisant aussi avec le terrain. Et l'immersion est aussi vue en fonction d'une capacité d'adopter cette posture émique pour justement avoir un rapport de confiance qui nous permet d'avoir accès à plus d'informations, donc vraiment une démarche aussi très extractiviste, si on veut. Donc ça, c'est une lecture qu'on peut faire. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que la présence sur le terrain, pour revenir à cette notion, si je peux utiliser la notion du terrain, peut-être que c'est aussi une question que je voudrais vous poser. Qu'est-ce que vous faites de la notion du terrain? Est-ce qu'elle est pertinente pour vous? Que cette présence dans le terrain, elle est en premier lieu aussi, dans ce que vous dites, faire une bonne enquête veut dire être un bon interlocuteur des gens avec qui on travaille. Donc ça veut dire qu'il faut surtout, on est là pour bien comprendre la situation, pour pouvoir poser les bonnes questions en fait. Et je crois que ça c'est vraiment une idée fondamentalement différente de ce que veut dire l'immersion. Je crois que c'est vraiment une toute autre approche par rapport à l'idée de l'immersion. On n'est pas là pour observer, mais on est surtout là pour comprendre, pour poser les bonnes questions. Parce que sinon, on pose des questions qui sont à côté de la plaque, qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas pertinentes pour les gens. Et je crois que ça, c'est vraiment une approche fondamentalement différente que l'approche où on est là pour observer tout ce qui se passe, pour pouvoir avoir un maximum de matériaux qu'on peut utiliser pour après. Parce que
ça écho, ça résonne? Est-ce que vous pourriez peut-être un peu plus? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Ce qui me vient à l'esprit, mais j'ai eu l'occasion d'en parler, mais c'est... Donc j'avais, autour des années... Après l'enquête Renault, dont je vous ai dit quelques mots, je fondais une espèce de groupe d'anthropologie ouvrière, qui s'intitulait Enquête d'usine et anthropologie ouvrière, enquête d'usine. Et du reste, il y a eu un numéro spécial d'ethnologie française où il y a consacré, parce qu'il y avait je crois, 6, 7, 8 doctorants avec moi et des enquêtes ouvrières en Afrique du Sud, dans les mines au moment de la fin de l'apartheid, en Italie, dans une usine, deux enquêtes en Italie, une au Portugal, une en Allemagne, dans l'automobile, en Grèce aussi, dans les mines. Et moi, je suis parti faire une enquête en Chine en 89, juste avant les événements de Tiananmen. Enfin, certains d'entre eux. Avant, il y a eu en Chine en 89 une très importante mobilisation populaire, avec au départ articulée sur les universités et les étudiants, à Pékin, qui a été réprimée par des chars à la fin, et qui a embrassé toute la Chine, et qui a donné lieu à une période ensuite de reprise autoritaire et très répressive. Et j'étais... Pardon ? La photo connue du char devant Voilà. Et donc j'ai fait... Alors, la première chose, c'est que je ne parle pas chinois. Bon. Donc, j'étais avec des amis italiens qui avaient des liens avec l'université Sun Yat-sen de Canton, ça se passait à Canton, et donc on avait des traducteurs chinois, et nous-mêmes, on avait notre propre équipe de traducteurs. Alors, pour ce qui en France s'appelle l'école orientaliste, c'était invraisemblable. C'est-à-dire faire une enquête de terrain sans connaître la langue, c'est du blasphème. Méthodologique, parce que la langue, voilà, l'orientalisme, c'est à travers la langue, si vous ne connaissez pas la langue, vous ne comprenez rien, etc., etc. Et c'était la première fois qu'une équipe de chercheurs entrait dans l'usine, qui était une très grosse usine. Et pour vous répondre, un des entretiens, la première question dans les entretiens qu'il fallait avec des ouvriers, c'était de répondre à la question « Pourquoi c'est moi ?» de justifier que la méthode, et la méthode que j'ai toujours pratiquée, c'est un tirage au sort, c'est-à-dire une liste du personnel. Donc il faut bien évidemment l'accord de la direction de l'usine, etc. Et sur une liste du personnel des chaînes à Renault ou dans l'usine de Canton, on prend un nom sur 5, un nom sur 10 au hasard. Parce que le système de surveillance et d'hierarchie dans l'usine est tel qu'il y a un soupçon, est-ce que c'est les chefs, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, qu'est-ce qui va se passer, bon. Et donc, on s'explique là-dessus, l'ouvrier en question demande, mais vous venez d'où, pourquoi, je ne comprends pas, vous venez de France, je ne sais pas très bien où c'est, etc. Et liberté absolue de refuser l'entretien, ce qui est arrivé. Et puis, il me dit, mais écoutez, pour vous dire la vérité, je ne comprends pas ce que vous faites là. Je ne comprends pas pourquoi vous venez des milliers de kilomètres pour me voir, moi, un ouvrier chinois des proches de Canton. Mais si vous voulez, j'accepte de répondre, puisque vous me dites, etc. Et puis ensuite, il y avait eu une réunion de la cellule. C'était assez beau, ça.
des ouvriers de l'usine pour savoir s'ils nous acceptaient. Et à un moment formel où vous avez dit on a discuté, etc. Et on vous dit vous êtes les bienvenus, etc. Donc il y avait un début d'acceptation. Ouvrier. Donc pourquoi vous êtes venu me voir, moi? L'entretien dure 3 heures, ou je ne me souviens plus, mais très longtemps. Et à la fin, il me dit maintenant, j'ai compris pourquoi vous êtes venu. Voilà un exemple d'interlocution. Et donc, oui, c'est sur les bonnes questions. Et si vous voulez, l'explication est simple, c'est-à-dire que de même qu'à Renault, il y avait ce que j'expliquais hier, à Renault sur ouvrier, il est apparu qu'ouvrier, pour les ouvriers de l'usine Renault en 85, ouvrier n'était plus en binôme avec classe. Un ouvrier m'a dit, ouais, ouvrier c'est classé. La classe c'est classé. Et ouvrier était éventuellement en binôme avec usine. Mais les conséquences de ceci sont problématiquement décisives. C'est-à-dire que les ouvriers disaient que les ouvriers en tant que corps social n'étaient plus une composante, comme corps social structural et structurel dans l'espace social général, n'était plus. Cette période était close. L'espace de fonctionnement de la figure ouvrière, c'était l'usine. C'était plus la société, c'était plus la classe. C'est pas rien. Et comme je racontais hier, la plupart étaient des ouvriers étrangers. Il y avait une question sur immigrés. Et immigrés, c'est quoi pour vous? À l'usine, on vous appelle comment? Ou vous vous appelez comment? Etc. Et la réponse a été, et elle m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, à l'usine, on m'appelle immigré ouvrier parce que c'est la même chose. À l'extérieur de l'usine, on m'appelle immigré parce qu'on a oublié que j'étais ouvrier. Et j'ai travaillé très longtemps en France sur cette proposition problématique, qui était que la question dite de l'émigration ou de l'immigration en France, immigré, c'était en réalité l'absentement de la figure ouvrière comme une figure de la composition nationale. Complètement confirmé par un dispositif qu'on a vu dans les grèves, à la même époque dans les grèves de l'automobile, de Citroën en particulier, une grande marque que vous connaissez, où il y a un ministre, à propos de ces grèves, sur les salaires et sur les conditions de travail, qui tenait la thèse, il s'agit de shit, il s'agit de grève, voilà. Ce sont des ouvriers étrangers aux réalités culturelles françaises. Et donc, il introduisait la catégorie absolument inouïe, au sens étymologique du mot inouï, c'est-à-dire jamais entendu, de grève confessionnelle. Et la confessionnalisation a été un processus d'exclusion de la communauté nationale dans le discours étatique, de l'exclusion de l'espace national, à propos des ouvriers, à ce moment-là, à propos des jeunes filles qui portaient le voile 15 ans plus tard, et ça se poursuit aujourd'hui avec Je suis Charlie. Enfin, ça s'est poursuivi avec Je suis. Donc, si vous voulez, les ouvriers pensent, oui, les ouvriers pensent, si on leur pose les mots. Enfin, si on est là pour poser si on est là, oui, si on leur pose des bonnes questions, et si on est prêt à les affronter, parce que ce ne sont pas des questions tranquilles. Oui, sur la catégorie de terrain que Nadia a évoquée. Alors, la catégorie de terrain,
Tout dépend de ce qu'on y met. Mais la catégorie d'enquête la surplombe. En même temps, je suis convaincu qu'il faut aller voir. Voilà. Il faut aller voir. Et je suis toujours stupéfait y compris quand on se prépare, on se documente. Une fois qu'on est dedans, enfin sur le terrain, ou même pas dedans, mais à côté, c'est autre chose. Oui, je pose cette question parce qu'on a tendance parfois à dire je fais du terrain plutôt que de dire je fais une enquête. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis je ne sais pas comment c'est ici, mais il y a un certain nombre de gens qui sont abonnés à leur terrain. C'est-à-dire 15 jours par an, le village les attend, enfin les attendait, ça a un peu changé, mais les anglo-saxons sont en plus je me suis occupé pendant longtemps du dispositif Erasmus Anthropologie. Donc il y avait des universitaires anglais passionnés des voyages. Mais pas eux aussi. Certains de mes amis qui étaient des africanistes en France, parce que moi j'ai commencé aussi que par voilà. Alors tous les ans c'était difficile d'avoir les crédits, mais tous les 2 ans il y avait un terrain sur le même village où ils étaient attendus, etc., avec des choses intéressantes. Mais des informateurs, enfin l'ethnographie ou un peu, voilà. Moi, c'est pas du tout ça ce que je pratique, mais avec d'autres enjeux. Il y a quelques années, je me suis retrouvé au Mali, en pays Sonenké, parce que c'est avoir les familles des amis des foyers de la région parisienne, des foyers maliens particuliers. Et pour la première fois, j'ai tenté de faire des schémas de parenté. C'était un autre métier que de faire. Voilà. Que je respecte tout à fait, mais c'est pas. Alors, voilà. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Là. Le terrain n'indique rien sur ce que vous y faites et quels sont vos choix, quels sont vos enjeux, à quoi ça vous convoque, à quoi ça vous confronte. Cela étant, il faut y aller. Voilà. Excusez-moi, juste toujours dans cette ordre d'idée, enfin, parce qu'il y a quelques 2 jours, vous nous aviez dit ça. Qu'est-ce que je crois que c'est la différence? Vous parliez des chercheurs qui vont quelque part sans avoir de questionnement sur eux-mêmes, en fait. Oui. Bah oui. Vous parliez de Malinowski tout à l'heure. Bien sûr, vous connaissez son journal. So what? So what? Il est ailleurs, là. Et permettez-moi de commencer de façon, ça, par une situation, par une expérience. Je participe depuis, c'est un projet qui a mis des années à trouver sa forme, à une formation avec Claire Nioche également et à Marigny, dans une commune très pauvre de la région parisienne qui s'appelle Grigny,
une des plus pauvres, où il y a deux immenses cités. Voilà. Et l'une s'appelle la Grande Borne, l'autre Grigny 2. Et on a monté une formation pour des éducateurs, animateurs de cités, responsables de maisons de jeunes, de clubs sportifs de cité, etc., etc. Des gens qui ont 10-15 ans d'expérience sur leur propre métier. Voilà. Et on a établi un guide d'entretien. Alors, à mon initiative, qu'ils ont passé aux jeunes, sur qu'est-ce que les jeunes pensent des adultes. Comment ils voient les adultes. Et au terme de ce travail d'enquête, élaboré ensemble, il y a 3 mots qui sont particulièrement sortis, qui ont été analysés, le mot famille, le mot bande et le mot adulte. Et il y a toute une série de propositions assez complexes qui sont sorties. On en parlait tout à l'heure sur le fait que, par exemple, les bandes, grave problème, puisque les bandes s'affrontent, il y a des rixes, il y a des mélanges, etc. C'est pas du tout. On en parlait hier soir, c'est comme ici dans certains endroits. Par exemple, le fait que pour les jeunes disent la bande, c'est la famille du dehors. C'est la famille du dehors. Une série de choses comme ça. Et je disais aux stagiaires, donc ils sont des gens d'expérience, comme je disais, ils font leur métier depuis très longtemps. Et une question difficile, c'est que ces jeunes sont nos contemporains. On est contemporains, avec le décalage générationnel, j'entends bien. Et alors que, au départ, leur position, c'était les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas comme avant. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas comme avant, c'est la rupture, c'est les renvois des choses qu'on n'aurait jamais vues, etc. Eux-mêmes viennent des quartiers. Dans notre temps, un jeune de 10 ans, il n'était pas dans le trafic, il respectait les aînés, il touchait pas à la drogue, il touchait pas à l'alcool, il touchait pas. C'était pas ça. C'est pas comme avant, c'est pas comme avant, c'est pas comme avant. On ne sait pas où ils sont. Pour certains. Et en même temps, on aime notre métier et on n'en changerait pas. Et ce qu'on fait, Et de là à savoir, ce sont nos contemporains. On est contemporains de quoi? Donc ça interpelle. Qu'on soit à la recherche de quoi on est contemporain, comme d'autres, c'est vrai, mais malgré tout, la question je pense que la question de quoi est-on contemporain, elle est à l'œuvre dans le type d'enquête que vous faites, que moi je fais. Parce que c'est un point qui m'importe souvent dans les enquêtes. On pose, si vous voulez, c'est au travers des réponses, au travers des entretiens, d'essayer de dégager. Il y a des réponses très diverses à la même question. La famille, c'est quoi pour toi? Mais sur quoi tranchent les réponses? C'est-à-dire trouver qu'est-ce qui se joue dans les positions de chaque. Est-ce qu'on peut nommer ce sur quoi les uns répondent ça, les autres répondent ça, etc. Est-ce qu'il y a une question en travail? Qu'est-ce qui est en travail? Ou quels sont les mots pour le désigner ou pour essayer? Bon, un exemple, je suis obligé de m'appuyer sur ma propre, sur les 2-3 choses que je pense avoir apprises. On en parlait aussi ensemble. Il y a quelques décennies, dans les années 95, j'ai créé à l'université Paris 8
j'ai fini par créer, par faire labelliser, obtenir, etc., la création d'un diplôme qui s'appelait une maîtrise de sciences et techniques. C'était la première qui a été créée, une MST, qui s'appelait Formation à la connaissance des banlieues, et qui accueillait à la fois des étudiants à la sortie de la licence et des professionnels en reprise d'études qui, par équivalence, par validation validation des acquis. Et à l'époque, il y avait une espèce d'unanimité à la fois académique et journalistique sur le fait qu'il y avait une crise des banlieues. Crise des banlieues qui, comme je vous le disais, était référée à la démographie, des étrangers, des familles monoparentales, des familles nombreuses, le chômage, etc., etc. Et à l'urbanisme, les cités, les tours, la concentration, le manque de diversification, de mixité, etc. Et l'hypothèse de la MST, l'hypothèse de travail, c'était que ces positions étaient inexactes, qu'en réalité, la crise des banlieues, c'était une crise de l'État. Et les banlieues étaient le lieu où elle émergeait de façon en premier et de façon critique, visible. Et je vous racontais aussi que, en particulier sur le fait qu'à la sortie des collèges, il y avait de la bagarre et il y avait du trafic, et qu'on incriminait la Seine-Saint-Denis, enfin les départements les plus populaires, les plus pauvres, ou l'Essonne, etc., dans ces années-là, et que quelques années plus tard, à la stupéfaction générale, dans les départements profonds du centre de la France, paysans, etc., à la sortie des collèges, il y avait de la bagarre et il y avait du trafic de drogue. Que donc, ce qui était imputé aux banlieues était en vérité un phénomène beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe, et qui travaillait l'ensemble du corps social. Donc, ça vous interpelle directement. Si vous voulez poser la bonne question, c'est aussi avoir quelque idée sur la contemporanéité en cours et la mettre en discussion. On est contemporain, ça. Effectivement, et sur le fait que le mot ouvrier se trouvait reformulé, déplacé, que ce soit en France ou que ce soit en Chine, c'était aussi un élément de contemporanéité indiscutable, où la question de ce que les gens concernés en disaient et en pensaient était essentielle à la compréhension générale. C'est-à-dire, on ne peut pas le dire de la même façon si on s'en tient au discours étatique ou journalistique ou académique, ou si on a les discours étatiques académiques, bien sûr, qu'il faut connaître, et bien, mais que ce que j'appelle les gens, qu'on pose aux ouvriers la question de, à leur avis, qu'est-ce qui a lieu, qu'est-ce qu'ils en disent, les catégories d'intellectualité qui sont les leurs, ou les jeunes des banlieues, ou les mères de famille, les jeunes qui sont partis pour... C'est en fait un exercice contradictoire, qui est aussi politique, je crois, un geste politique en même temps, de refuser l'altérité, en fait. Et de comprendre, quand je comprends de quoi on est contemporain, c'est que ce qui se passe là n'est pas sans connexion avec où je suis moi. On partage le même espace-temps, mais on le vit différemment. Exactement, mais on peut partager ça. On peut, voilà. Et je voudrais tout de même dire un mot sur l'intériorité ou politique en intériorité ou enquête en intériorité, parce que je crois que c'est... Je prends juste un petit
passage par rapport à cette question. Peut-être, vous, en fait, je ressors cette idée, je ne sais pas, parce que souvent, vous ne l'évoquez pas, alors que vous l'avez bien marqué. Je sais que si je n'ai pas bien compris. Vous dites, dans l'anthropologie du nom, je vise à fonder une anthropologie de ce qui, jusqu'à présent, s'est appelé forme de conscience, subjective, représentation. C'est une anthropologie de la pensée des gens qui exige d'être en mesure d'assumer ce que vous dites, d'assumer en anthropologie l'énoncé des gens pensent. J'appelle cette anthropologie non pas anthropologie subjective, interprétative ou compréhensive, mais en intériorité et rationnelle. C'est moi qui ai écrit ça. Bon. L'intériorité désigne la tentative d'élucider le subjectif de l'intérieur du subjectif. Je pense que c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Le subjectif de l'intérieur du subjectif et non en extériorité. C'est-à-dire par la convocation de référents objectivistes ou positivistes ou structurés. Je voulais intervenir sur le mot politique, parce que c'est bien une anthropologie que j'essaye de fondre. Je pense que dans l'enquête, on rencontre la politique. Et la démarche est anthropologique. D'accord sur enquête en intériorité comme ça, mais... Les moyens matériaux mobilisés pour faire l'anthropologie sont politiques aussi. Les conditions de possibilité de l'enquête? Oui. Mais... Oui. Mais il s'agit d'autre chose aussi, si vous voulez, parce que si je pense à l'enquête Renault, c'était un financement du centre scientifique, du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France, et la régie Renault aussi donnait l'autorisation, on pouvait avoir accès, etc., etc. Et ça dépend. Il faut regarder les choses un peu cas par cas. C'est-à-dire, il y a toute une série de, si vous voulez, de financements. Par exemple, il y a des financements de post-doc ou de doctorants, ou des contrats de doctorants qui sont extrêmement contraignants et surveillés. Je pense qu'on peut être... Il y a des demandes qui sont... On a liberté d'accepter ou de refuser aussi. La question du choix. Il y a des contrats de recherche qui sont proposés, qu'on accepte. Il faudrait que vous précisiez un tout petit peu. Je vous ai répondu trop vite. J'aurais dû vous demander. Je veux dire par là que je pose la question surtout. Dans les questions que vous soulevez, c'est-à-dire la question de l'anthropologie de l'intérieur, en partant du principe qu'il faut éviter il faut surtout faire de l'anthropologie et ne pas chercher à flatter telle vision politique, etc., aller chercher les perspectives qui font qu'on va bien comprendre la situation, les lieux communs, etc. Donc, adopter les perspectives de compréhension plutôt que les logiques de domination dans la compréhension, c'est-à-dire dire, voilà, comme le système de terrain, j'ai été 2 semaines et donc j'ai compris. Dans ce système-là, il y a des dispositifs politiques qui se justifient par les études scientifiques et qui alimentent un système de conditionnement matériel des études qui sont faites et qui vont créer un rapport de force en interne du monde scientifique qui va aller en faveur de productions scientifiques qui nourrissent
les rapports politiques. Et donc, forcément, on se retrouve avec une lacune qui dépend du monde politique. Et de même, bon, un exemple qui s'applique à nous tous, je pense ici, avec les questions sur lesquelles on travaille, c'est la question de la radicalisation. Le pouvoir politique décide de débloquer des fonds pour l'étude de la radicalisation avec un appel à la recherche, avec des conditions qui font qu'en réalité, on est dans ce que vous avez défini tout à l'heure, c'est-à-dire de la psychologie, du profilage, plutôt que la compréhension de phénomènes sociopolitiques. La psychologie n'a aucune importance, ce que vous expliquez tout à l'heure avec des ouvriers, la sociologie de la chambre à coucher, etc. Voilà, qu'est-ce que ça a comme utilité pour la compréhension de phénomènes sociologiques, politiques, etc. Et donc, on va dire indirectement, mais directement quand même, on se retrouve dans la volonté de vouloir corriger les méthodes qu'on utilise et de se dire on doit rentrer dans la réparation et adopter des méthodes d'analyse, que ce soit dans l'anthropologie, mais dans d'autres domaines aussi, des sciences humaines, qui soient plus correctes, plus éthiques. Ben, on se retrouve à devoir adopter des postures politiques qui font qu'à un moment donné, il va falloir se battre. Tu veux dire l'enquête anthropologique est perçue comme du militantisme. Par exemple, c'est une des conséquences aussi. C'est la perception par l'extérieur, c'est le conditionnement matériel, c'est toutes ces choses-là qui font qu'en voilà. Et il ne suffit pas de vouloir et d'avoir compris qu'il faut corriger le tir et qu'on a commis toute une série d'erreurs en des décennies. Il faut des postures politiques qui vont défendre l'approche et qui vont faire qu'à un moment ou à un autre, les anthropologues vont se retrouver à faire du militantisme politique d'une certaine manière. Je ne sais pas si... Oui, oui. Non, je vous entends bien. Je pense à un anthropologue français dont on avait des rapports d'amitié, qui s'appelait Gérard Altab, et qui a fait de très beaux travaux à Madagascar, et qui avait pris position pour la lutte des étudiants, une révolte étudiante populaire, etc., et qui s'est retrouvé poussé dans l'avion Madagascar-Paris, et que j'ai accueilli quand il est rentré. Et vous avez tout à fait raison. Il y a aussi, si vous voulez, il y a aussi des situations, j'ai connu une ou deux situations, par exemple, à Grigny, ce qui se passe avec cette formation proposée, discussion et enquête avec des animateurs, des éducateurs de rue, etc. Il y a plusieurs années qu'on en a le projet, et il est passé en pratique à un moment donné où une partie importante de l'appareil institutionnel des mairies et des autres institutions régionales se sentent complètement démunis par rapport au phénomène des jeunes, des bandes, etc. Il y a quelque chose qui leur échappe complètement, et en même temps, ils se sont enfin convaincus que le métier, que la question, que ce que faisaient les animateurs, à qui on demandait des horaires de travail invraisemblables, chaque fois qu'il y avait un incident, ils s'étaient envoyés, en même temps maltraités, mal payés, soupçonnés d'être du côté du trafic, soupçonnés d'être du côté d'un islam trop engagé, etc. Que c'était une pièce très importante et qu'il fallait enfin leur donner la possibilité de réfléchir, de s'échanger entre eux, de travailler avec, d'avoir une supervision, en gros.
D'où la possibilité de cette formation, et qui devrait être pérennisée. Mais après des années où on a tenté de la monter, en disant... De même à Renault, cette possibilité exceptionnelle qu'il y a eu de faire une enquête dans l'usine ouverte à des chercheurs, c'était parce qu'il y avait une crise importante qui voulait y voir un peu plus clair. Et du reste, sur le côté anecdotique, c'est que c'était un très gros projet de recherche, il y avait une quinzaine d'équipes ou une douzaine d'équipes, et que la régie, moi j'ai passé plusieurs mois dans l'usine, sur les chaînes, à faire des entretiens, etc. Et sur cette douzaine d'équipes, il y a 3 équipes, à ma connaissance, qui ont fait une enquête de terrain, qui sont venus sur place et qui sont restés sur place, pour voir ce que c'était que la question, la réalité de la figure ouvrière, si vous voulez, ou des ouvriers des OS de Billancourt, c'est pas la même chose. Donc, il y en a qui ont travaillé à l'extérieur, il y en a qui ont travaillé sur les déplacements, il y en a qui ont travaillé sur ceci ou cela. Donc ça m'avait frappé que... Parce qu'à l'époque, si vous voulez, prendre le réel de la figure ouvrière en situation, c'est comme aujourd'hui, c'est pas si simple que ça pour quelqu'un qui est sociologue, anthropologue, politiste, etc., etc. Sur l'idée, il y a des ouvriers, c'est le travail, c'est une figure, ça glisse rapidement d'une position sur des positions politiques, sur des valeurs, etc., etc. Donc là aussi, mais pour vous dire, il y avait une opportunité de travailler de façon inattendue, c'est-à-dire on pouvait travailler dans l'usine avec des ouvriers, alors que dans d'autres cas, avant de pouvoir pénétrer dans une usine et de faire des entretiens, c'est la croix et la bannière. Je me suis trouvé au Brésil et je voulais faire une enquête dans une usine automobile, soupçon d'espionnage industriel, aucune autorisation. Voilà. Donc, oui, oui. Est-ce que tu veux qu'on continue, enfin, est-ce que tu as des choses encore que tu as prévu de dire, ou est-ce que tu veux qu'on continue un peu de faire comme ça, s'il y a des questions qui viennent? Ah non, donc, si vous voulez, sur la question des enquêtes par entretien, il y a tout de même une question sur laquelle je voudrais intervenir, c'est sur cette hypothèse, les gens pensent et la pensée des gens. Les mots sont lourds, si vous voulez. Moi, je travaille beaucoup sur les mots sont lourds et il faut l'accepter. Très, très brièvement, l'énoncé « les gens pensent » interpelle sur quelle est la pensée des gens quand ils pensent. Je reviendrai sur l'indistinct certain, etc. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais s'il y a une pensée des gens, alors il faut accepter le statut polysémique du mot « penser ». C'est-à-dire il y a une pensée des gens, mais ce n'est pas la pensée savante. Et s'il y a une pensée du pouvoir, ce n'est pas la pensée du pouvoir. Mais si on ne va pas plus loin sur la question de s'il y a une pensée des gens, qu'est-elle, comment fonctionne-t-elle, quels sont ces registres d'intellectualité, ça ne sert pas à grand-chose. Simplement, c'est quoi, voilà, Et donc j'ai travaillé sur cette question, sérieusement. Avec cette conviction que du côté de la pensée savante, on a affaire à des langues savantes, ce qui s'appelle couramment des métalangues. On apprend des lexiques
vous parlez le durkheimien, vous parlez le durkheimien, vous parlez le weberien, vous parlez... voilà. Et en économie, si vous êtes pour l'école de la régulation, si vous êtes pour l'école de Chicago, si vous êtes pour je sais pas quoi, vous ne parlez pas la même langue. Pas exactement la même langue. Si vous êtes un psychanalyste jungien, vous ne parlez pas la même langue qu'un psychanalyste lacanien. Si vous êtes malinovskien, vous ne parlez pas la même langue que si vous êtes lévi-straussien. Non, voilà, ou Geertzien. J'aime beaucoup Clifford Geertz. Enfin, il y a 2-3 choses. Je ne sais pas si vous connaissez j'ai oublié le titre. Il y a un petit ouvrage absolument comme ça, corrosif et drôle, de Geertz sur Lévi-Strauss, Margaret Mead, des figures majeures comme ça, sur le discours, l'analyse du discours, qui est très sur un anglais aussi, un ancien militaire britannique, qui montre bien, mais c'est intéressant parce qu'il montre bien comment chacun a en son nom, dans son lexique, dans son intellectualité, dans ses opérations de pensée marquées malgré tout par une espèce de saut SCEAU de marque personnelle. Donc, si les gens pensent, c'est une pensée tout à fait singulière qu'il faut identifier dans sa singularité par rapport à la pensée savante et par rapport au discours du pouvoir, qui sont les deux. Et si les gens pensent, ils pensent en langue naturelle, ce que je dis souvent, en langue courante. C'est pas une langue, c'est dans la... Ce que certains positivistes n'acceptent pas. C'est-à-dire qu'ils soutiennent qu'il n'y a de pensée que de pensée savante. Les durkheimiens, la langue naturelle, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de l'idéologie, Durkheim appelle ça des prénotions, Althusser l'idéologie, l'à peu près, etc., etc. Et donc ce que j'ai montré, c'est que dans la pensée des gens, l'opération de pensée se fait par des mots, pas tous les mots, mais des mots que j'appelle des mots problématiques. Par exemple, le mot ouvrier, le mot politique, le mot banlieue, le mot ceci, le mot cela, des mots problématiques qui sont, comme tous les mots problématiques, des mots polysémiques. C'est-à-dire, c'est quoi? Voilà. Avec cette réaction populaire, quand ça c'est politique, tu veux dire quoi? Oui, c'est-à-dire, tout le monde comprend bien, même si vous dites même des mots beaucoup plus courants, c'est beau, ça c'est beau, pourquoi tu dis ça? C'est quoi ta catégorie du beau là? Enfin, c'est des vraies questions. C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que là c'est comme ça? Et donc, une suspension de la polysémie. Assigner le mot à... Voilà. Et ouvrier était assigné à classe, et c'est fini, et c'est assigné à usine, et c'est tout autre chose. Et ça va donner des luttes et des formes de conscience et des formes de résistance et de pratiques tout à fait différentes. Et je reviens un peu en arrière là-dessus, et c'était très important pour moi parce que la fin de la référence à classe ne signifiait pas la fin de la figure ouvrière, mais une autre séquence. Et donc d'autres modalités si je voulais poursuivre sur la question de la figure ouvrière, il fallait me disposer à cette nouvelle séquence. Et donc, c'est travailler sur la pensée des gens, c'est travailler sur des mots. Et le mot, dans des situations où le mot ouvre un possible. Et la grande opposition que je fais, c'est que l'intellectualité savante, dominante, pas
une des intellectualités dominantes dans les sciences sociales, c'est la causalité, c'est le déterminisme. D'où l'idée que, sur toute question, ce qu'il faut, c'est répondre à la question comment c'était avant, comment c'est maintenant, qu'est-ce qui, vous savez, le social change, voilà. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui perdure, les déplacements des structures, voilà. Et donc il faut, comme si la connaissance des causes était la clé de qu'est-ce qu'il convient de faire. Question du pourquoi. Question du pourquoi. Et si on connaît les causes, on va connaître les remèdes. Alors, vous voyez bien que maintenant, la question des causes, la question des remèdes, il y a un débat, mais on va peut-être pas l'ouvrir aujourd'hui, sur un clivage très important, à mes yeux, que je fais entre l'ayant lieu et l'ayant eu lieu. L'ayant lieu, oui, je vous en prie. Wat geweest is en wacht, ik ga het even vertalen. Ayant lieu, wat geweest is, ayant lieu, wat. C'est difficile de traduire en néerlandais. Comment on traduit en anglais? What has been, What happened? what was, and what has been. What is? C'est pas. Ayant lieu. Ayant lieu, c'est maintenant. C'est pour me démarquer de passé présent, qui est trop plombé, qui est pas pertinent. Mais cette conviction que ce qui a lieu, si vous voulez, le maintenant, l'ayant lieu, c'est original, c'est singulier. Il y a une singularité de l'ayant lieu, et j'ai montré que, en réalité, c'est à travers cette singularité de l'ayant lieu, quand on travaille bien, qu'on aborde l'ayant eu lieu. Je parlais de la Révolution française, si vous voulez, tous les 10 ans ou les 15 ans, il y a des relectures de la Révolution française. Comme tous les 20 ou 30 ans, il y a eu des relectures spectaculaires de la Grèce antique, alors qu'il n'y avait aucune novation sur les fouilles, les archives, les stèles, les inscriptions, etc. Simplement, le regard contemporain était renouvelé, l'interrogation. Voilà. Donc, dans la démarche causale, le pourquoi, etc., elle obscurcit cette question de la spécificité, de l'originalité, du fait que ce qui a lieu, je ne dis pas que tout ce qui a lieu est original, mais il y a des dimensions de l'ayant lieu qui lui sont propres. Ce qui se passe en Ukraine, à mon avis, c'est un ayant lieu propre, qui va marquer une date et qui exige qu'on s'y ajuste. Du point de vue du peuple, du point de vue des gens, du point de vue du peuple ukrainien, etc., il y a cette question terrible de est-ce qu'ils vont tenir, est-ce qu'ils vont être écrasés, etc. Mais dans tous les cas, ce qui a lieu déjà est une chose tout à fait originale, singulière. Et on le sait, même si on n'a pas encore exactement les termes pour le dire, ou ça, voilà. Et donc, un, l'ayant lieu est original. Deux, la question des mots ça ouvre. La pensée des gens, c'est sur des mots articulés à la question des possibles.
ça paraît très abstrait, mais dans les faits, si vous voulez, je reviens au mot ouvrier, par exemple. Si vous voulez, si on continue à dire les ouvriers, c'est la classe, c'est dans l'ensemble social, etc. Mais c'est, pardon, c'est épuisé. Ça va être le syndicalisme. Le syndicalisme, l'appareil d'État, comme appareil d'État, comme disait Althusser. Les syndicats sont des appareils d'État, sont des organismes étatiques, etc. Je ne dis pas, c'est comme ça. En plus, il y a syndicats et syndicats, mais on en connaît, voilà. Mais si ouvriers se retrouvent dans l'espace de l'usine, il y a eu des mobilisations d'usines tout à fait originales et tout à fait fortes dans la nouvelle conjoncture, contre les syndicats, ou à côté des syndicats, mais le plus souvent contre les syndicats. Enfin, à côté, voilà. C'est pas du tout la même chose. Donc, cette question, voilà, une pensée qui énonce un possible en situation, et pas sur la structure générale, en situation du point des gens. Donc ça si vous voulez, c'est très important de travailler sur les mots et de s'éduquer à ce travail. Moi, je sais que l'analyse des entretiens, je prends les entretiens, même à Grigny, j'ai passé des jours et des jours sur les entretiens pour, j'allais dire, en apprendre la langue, enfin, m'y ajuster, travailler, voilà. Et avec mes étudiants aussi, sur l'analyse des entretiens, c'était toujours la partie la plus complexe, la plus difficile. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Mais donc je voulais rajouter ça, si vous voulez. C'est-à-dire les gens pensent, d'accord, les gens pensent, mais c'est quoi la pensée des gens si c'est pas de la pensée savante? Et c'est quoi se faire l'interlocuteur de cette pensée? C'est-à-dire en accepter le... Voilà. J'avais une question, je ne sais pas si je peux poser ça. Doucement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai compris tous. I don't know if I'm interpreting, but on this working with the words and this thinking, for me, thinking is very embodied. You think through your body. And I was wondering if you take this into consideration for how you work with it. Because for me, emotion did a lot. And they are really, for me, also a mode of thinking. That are not necessarily always expressed into words. But just was wondering what your thoughts on it. Le rapport au corps. Oui, j'ai bien entendu. C'est une vraie question. C'est une vraie question. L'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'une fenêtre. Si vous voulez. Avec les mots, il y a une fenêtre possible. Je ne dirais pas que c'est si vous voulez, il y a une fenêtre possible où des choses se disent et peuvent passer, enfin, peuvent être dites et entendues.
il y a ce qui ne passe pas, il y a ce qui ne passe pas. Mais je travaille sur ce qui peut passer. Je ne sais pas si vous... sur le possible. Et l'expérience montre que c'est réel, c'est pas... Ça pourrait être... que des choses passent comme ça. J'entends bien ce que vous dites, mais en même temps, je pense que la catégorie que vous releviez d'interlocution, si vous voulez, d'une volonté d'être là pour une interlocution, ça fonctionne, quelquefois. Mais parfois, pour revenir à la question de l'autre, parfois on peut être interlocuteur en ne posant pas les questions. Simplement en étant là et en étant là, en fait, et en ressentant des choses. Et parfois même, si on pose des questions, c'est là où on arrête, où la conversation s'arrête. Je pense à des situations, peut-être pour sortir du domaine peut-être un peu plus politique ou militant ou ouvrier, je pense à la question de l'intimité, de la sexualité, dans le milieu culturel duquel je viens. C'est pas à travers la parole que la communication se pose, c'est justement à travers le ressenti, à travers le respect, on ne va justement pas en parler pour se respecter. Oui, oui. Et si on pose des questions, c'est là où on rentre dans un domaine du non-respect, on arrête, on n'est plus interlocuteur. Bien sûr. En même temps, il y a une telle... Non, j'entends bien. Mais si on fait une enquête, il faut assumer qu'on fait une enquête et que... Oui, c'est la démarche méthodologique. Et qu'on vient là pour... Mais quelle explication on donne, quelle motivation on affiche, c'est quoi le sens qu'on en propose. Dans les enquêtes d'usine, c'était toujours ça. On connaît le point de vue des patrons, on connaît le point de vue de la maîtrise, on connaît quelquefois le point de vue des syndicats. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que les ouvriers, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et j'assumais que c'était ça qui me motivait, que je venais pour ça. Que c'était ça ce qui me motivait, que j'avais telle expérience, et que eux, je souhaitais savoir comment ils voyaient les choses. Et dans les faits, si vous voulez, on en parlait à midi sur les retours, les usages de l'enquête, etc. Dans les faits, la démarche était reçue comme positive, fraternelle. Sinon, elle n'était pas acceptée. La présence là, de venir dans une usine, demander à des ouvriers ce qu'ils pensaient, c'était pris en considération comme positif en soi. Il n'est pas toujours vrai. Bien sûr. On cherche, c'est ça. Oui. D'autres choses comme des alternatives. Est-ce qu'il faut tenter de dire qu'on n'est pas reçu? Le problème, c'est de savoir par qui on n'est pas reçu. Mais ça, c'est... En plus, si vous voulez, je n'ai pas fait de... Sur les sujets qui sont les vôtres, les enquêtes sont... Trouvons un mot diplomatique. Vous savez, il y a... J'allais souvent, et j'espère continuer à aller souvent en Afrique de l'Ouest,
Et là-bas, il y a une expression que j'ai apprise qui est, quand je pose une question, on me dit oh, ça c'est un peu difficile. Ça veut dire n'y pensez pas. C'est un peu difficile. Ça je l'ai appris. Donc, non, j'entends bien. En même temps, je me disais, dans ma propre expérience, une fois qu'on est en tête-à-tête, avec des ouvriers dans des usines, avec des jeunes dans un collège, avec des paysans dans leurs fermes, avec des mères de famille dans des cités, si on sait pourquoi on est là, ça se passe. Ça se passe intéressante. Un bon interlocuteur. Ça a du sens en soi. Mais il faut y arriver. Tu vois, s'il y a des endroits où délibérément les chercheurs sont interdits parce que les institutions ne veulent pas que le vécu, les sentiments, les positions, les expériences, les propos des gens qui y sont deviennent éventuellement publics ou soit ressortent de là. Et peut-être sur l'exemple que donnait Nadia, j'ai l'impression que vous y répondez aussi en fait sur justement à travers cette catégorie des mots, en fait, c'est-à-dire admettre que ceux qui ne passent pas par la fenêtre, en fait, l'exemple que vous disiez, on ne doit pas en parler. En fait, je pense qu'on m'a fait la remarque durant ma soutenance. Une des membres du jury était très énervée que je ne parle pas de la sexualité des Tzebleri. Des Tzebleri, donc c'est le prédicateur avec lequel je travaille. Et pour moi, c'était inimaginable. Enfin, c'était complètement absurde. Enfin, c'était comment on pouvait en fait même me poser la question, ça me semblait absurde. Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que je pense que je vous avais en tête quand on m'a posé la question, c'était, on ne parle que de ce dont on peut, enfin, que ce que constitue l'enquête en fait, comme interlocution justement. En fait. Oui. Peut-être c'est plutôt un travail sur la création d'un lien de confiance avec la personne. Comme ça, on peut déjà comprendre ses intérêts, sur quoi lui, il est intéressé. Et après, passer à un autre sujet, à discuter le sujet sur lequel on cherche. Et comme ça aussi, on peut comprendre aussi nos limites dans les discussions et dans l'entretien. Mais si je peux revenir à ce que tu dis, Hamza, moi, l'exemple que j'ai, allez, pour revenir, c'est un peu l'exemple que vous avez aussi donné, s'intéresser à la vie intime des ouvriers, quoi. Voilà. Non, moi, cette question-là, elle revient aussi surtout, peut-être Laure, toi, tu peux expliquer comment cette question s'articule pour toi. Mais pour moi, elle est pertinente dans le travail que j'ai fait, par exemple, sur la question de... Je fais un travail, j'ai commencé à faire un travail où j'espère revenir un moment. J'ai les personnes, donc dans ma trajectoire, j'ai travaillé sur la spiritualité, la religion et aussi la non-religion, donc la non-religiosité de personnes issues de l'immigration maghrébine. Et là, c'était clair que la façon dont c'était vécu, c'était en n'en parlant pas. Et donc, c'était à travers l'absence de discours et la négociation d'un respect au sein du cercle familial. Justement, on sait, mais on n'en parle pas. Et c'est justement cet espace, c'est comme ça que cette présence s'articule dans le foyer familial. Et donc, c'est même pas une question, je m'intéresse à la vie intime, c'est plus une question de comment cette subjectivité s'articule. Elle ne s'articule pas à travers les mots, mais elle s'articule à travers une posture qui se négocie, à travers le silence et la compréhension mutuelle. Et donc c'est là où, moi, justement, ça a ouvert un peu une réflexion plus loin, plus importante sur le silence ou l'absence de mots et la compréhension tacite, donc cette dimension tacite, et qui peut aussi, je pense, s'articuler dans le domaine du travail, dans d'autres domaines où il y a la dimension du tacite qui négocie des rapports sociaux. Mais je ne sais pas, c'est ça. Oui. Pour justement à cette question en fait,
du silence, si on l'indexe à la question des noms propres, ou bien des mots, en fait. Sylvain est l'inventeur en français de cette catégorie de quoi une chose est-elle le nom. Ça a été repris largement depuis des ouvrages comme Alain Badiou, de quoi Sarkozy est-il le nom. En fait, c'est cette question. Oui, c'est les noms, pardonne-moi, mais c'est sur les mots problématiques. C'est-à-dire, l'idée c'était de quoi politique est-elle de quoi le mot politique est-il le nom? Et avec une problématique du nom qui est en politique, le nom est innommable, mais on peut nommer les lieux du nom. C'est-à-dire, si vous prenez, je prenais la Révolution française, ce sur quoi on peut travailler, c'est sur les clubs sans culottes, sur l'armée de l'an 2, sur la Convention, sur ce qui sont des lieux qui relèvent d'une même inspiration, mais qui sont des lieux différents, etc. Mais le nom lui-même est innommable. Et cette question, elle est un peu plus technique sur la nommabilité ou l'innommabilité c'est lié avec la question de l'objectivisme ou de la de sortir de l'objectivation. Voilà, effectivement. Mais de quoi est-ce le nom? C'est-à-dire qu'est-ce que ça dispose et investir les dispositions de la chose. C'est un peu technique. Sur la question du silence et de la... Oui, justement, en fait, par rapport à cette question du silence, c'est par rapport à mes enquêtes, ce que je fais en fait, du côté des familles, il y avait il y a deux choses. Quand je suis arrivé avec ce dispositif d'enquête, de vouloir travailler sur des mots problématiques qui font face à une politique donnée, en fait, c'était la question de vouloir, à travers les familles, comprendre les dynamiques de départ vers la Syrie ou bien d'engagement à haut risque. Et très rapidement, les mots des familles n'investissaient absolument pas en fait cette problématique de pourquoi les départs. Déjà, la politique vers laquelle des familles, à travers leurs mots, m'ont disposé à penser la conflictualité ou bien la contradiction ou bien la résistance ou la lutte, c'était par rapport à la déradicalisation, par rapport à des politiques d'État. Donc les familles m'ont fait voir ce que l'État, ce que le gouvernement, à travers la question de la radicalisation, fait au niveau de ces familles. Mais justement, il y avait un silence sur ce mot de radicalisation. C'est-à-dire que j'ai compris en fait que ce n'est pas de cette question de la radicalisation ce dont les familles vont riposter, mais ils vont riposter par un véritable silence vis-à-vis de la question religieuse. Et ça rejoint complètement aussi une question d'une politique, en fait. Ce n'est pas aller creuser, pour moi, ça m'a disposé à aller voir, ce n'est pas d'aller vraiment creuser quelle forme de nouvelle religiosité émerge dans le contemporain, mais c'était plutôt aller chercher la question de la désaffiliation, la question des problèmes que pose le départ au niveau d'autres choses, en fait. Au niveau d'autres choses. Et je pense comprendre que c'est au niveau de la famille, en fait, que ça se passe. Donc, il y a un silence qui permet d'absenter aussi cette catégorie que pose l'État comme problème, ou bien comme... de toute façon, il n'y a pas une réponse. Et cette non-réponse par rapport à cette question, c'est une politique extraordinaire que je trouve. Et je l'entends dans le sens de votre anthropologie, c'est-à-dire les gens ils pensent à travers le silence autour de cette question, ils pensent quelque chose. Je peux vous raconter sur cette question du silence.
Au moment de l'élaboration du guide d'entretien avec les éducateurs à Grigny, les formateurs, les éducateurs, etc., il y avait une question que j'avais proposée sur donc un guide d'entretien auprès des jeunes sur ce qu'ils pensent. Y compris des adultes, il y avait une question sur la religion. La religion, c'est quoi pour toi? Et barrage unanime. Non, ça on ne la posera pas. Non, c'est trop intime. C'est trop intime. Bon. Et elle n'a pas été posée. Est-ce qu'elle reviendra? Est-ce qu'elle ne reviendra pas? On verra si on continue le travail. Mais sur la question de la religion, on avait eu juste après les attentats, j'étais à Grigny. On fait des groupes de travail, des groupes de discussion avec les familles, avec les jeunes aussi, etc. Et donc la position unanime, c'était la religion n'a rien à voir avec ça, la religion n'a rien à voir avec ça, la religion n'a rien à voir avec ça. Et à t'écouter, je me disais, mais au fond, dans ton cas, les familles te placent. Et il faut leur laisser la liberté de la place qu'elles te donnent ou qu'elles ne te donnent pas. Enfin, du placement des questions ouvertes, des questions qui sont de l'interlocution et de ce qui n'enlève pas. Et l'accepter. Sur la religion, la seule entrée qui a été acceptée, c'était une proposition que j'avais faite en disant qu'il y avait une extrême tension dans les cités après les attentats. Et j'avais fait dire, écoutez, le mot guerre était omniprésent, le terrorisme c'est la guerre, on va faire la guerre au terrorisme, etc. Et c'était de travailler sur le mot paix entre les gens. C'est-à-dire ce qui était ouvert et que la question de la paix entre les gens, ni l'État ni les religions ne travaillaient à la paix entre les gens. Y compris dans chaque religion, il y avait des courants qui étaient très diversifiés. Et que donc il y avait un autre lieu qui pouvait être entre les gens qui laissaient en silence. C'est pas le silence privé, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'en réalité, c'est peut-être l'élément éthique aussi, il faut bien admettre que l'espace de l'interlocution, il est négocié. Il est amicalement négocié. Mais il existe. Voilà, et que c'est ça qui est très important. Alors, moi, si tu veux, certaines de mes enquêtes, j'ai vu les gens une fois pendant 3 heures et je les avais jamais vus avant. Les ouvriers de canton, je les ai jamais revus. Donc, je peux pas. Il faut des dispositifs de lisibilité de sa présence qui fonctionnent immédiatement. Il y a des gens qui travaillent différemment. Abdelmalek Sayad, lui, faisait des entretiens prolongés avec la même personne, avec une jeune femme venant du Maghreb. Il y a de magnifiques entretiens comme ça qui s'étalent sur une longue période. C'est une autre approche, c'est une autre position, c'est d'autres enjeux, etc. À Paris, j'avais invité Abdelmalek à faire un séminaire pendant quelques années.
sur son travail. Mais c'est important cette idée que les gens vous placent aussi. Même s'ils vous identifient, ils vous placent. Et qu'il faut l'accepter. Ah ouais, là. On arrive au terme de l'heure. Si vous avez, est-ce qu'on pourra prendre un café ensuite si jamais. Est-ce qu'il y a encore des derniers commentaires ou quelque chose? Je dois m'envoler à Bruxelles. J'espère à demain. Bon, s'il n'y a pas d'ultime commentaire, parce qu'il y en aura au moment du café. Mais, merci, Sylvain. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Ravi de vous avoir rencontré. Merci. Et mes remerciements pour votre invitation. Merci à vous. Ce n'est que le début, donc. Merci. Alors. Ah, ça là, enfin là. Si, elle voit que moi, elle voit que... Et tout le monde qui te dit au revoir. Ciao. Ciao. Bon. Allez.